messieurs, bienvenue à cette édition de Plaisir d'été. Encore un beau vendredi pour être en direct ici dans le stationnement de CJSR. Aujourd'hui, encore plusieurs invités. On va parler entre autres de la véloroute avec Marie-Christine Moras qui va être avec nous. On aura également Mélanie Savard que je vais tout de suite saluer parce qu'elle est à côté de moi. Bonjour Mélanie, comment allez-vous? Oui. Mélanie est... Oui, donc avec la salutation que vous venez de me faire là, on va tout de suite vendre le punch. Mélanie et Wendat, est-ce qu'on dit encore des fois Huron ou c'est... Oui, on dit encore Huron. Le nom de la nation, d'ailleurs, est la nation Huron-Wendat. La nation Huron-Wendat. Ouais. Excellent. Et Mélanie est avec nous. On va parler de son entreprise tout à l'heure. On va aussi parler de culture autochtone avec elle, de la culture Wendat. Et pour commencer, comme on a l'habitude de le faire, là, on va aller faire un petit tour du côté de Pont-Rouge. On va aller faire un tour sur le perron d'église avec les potins du perron et Denis Beaumont. Alors aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Lessard. Nathalie qui est la coordonnatrice des événements d'été. C'est bien ça, Nathalie? Absolument. Oui, je suis coordonnatrice aux événements à la belle ville de Pont-Rouge. Oui, il y a de l'action. Et saviez-vous qu'on était sur le parvis de l'église de Sainte-Jeanne-de-Neuville? Non, je ne savais pas qu'on était en territoire neuvillois. Qui est devenue Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. Et l'église a été construite fin des années 60. Les terrains ici appartenaient à la seigneurie de Neuville. Ah! Et savez-vous comment la population de Pont-Rouge... La population de Pont-Rouge, c'est des portions de territoire qui ont été cédées. Cap-Santé, Saint-Basile, Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier, je pense qu'il y en a un ou deux autres, qui ont cédé des portions de territoire. Et c'est ainsi que la population est venue au monde. Wow! Hein, merci bien de ce pan d'histoire, mon Saint-Père Beaumont! Hey, dites-moi, Nathalie, c'est parti. Hey, le parc Lyon, c'est extraordinaire. Absolument. Et en plus, cette année, il fait beau. Ah, il fait beau. On est en plein festival, vacances en spectacle, 12e édition 2022, déconfinée cette fois. Oui. On est heureux de faire des retrouvailles avec le public, les artistes. Franchement, on a une super belle semaine. Ce soir, on a le Wasabou Band parce que c'est très important pour nous de faire place à la relève portnevoise, oui. Pont-Rougeoise. Le Wasabou Band, c'est un band de Pont-Rouge. Ah. Donc, il inaugure cette soirée-là du vendredi. Et on a également un hommage à Bob Bissonnette avec William Bisson et son band. Bob Bissonnette, qui est un hockeyeur qu'on connaît très bien. Puis puisqu'on est dans la ville de Joey Juneau, on pense que ce soir, ça va être vraiment une foule record qui va être annoncée. Demain, on poursuit, samedi 30 juillet, oui. Encore avec un Pont-Rougeois en ouverture de programme. Il s'agit de Benoît Plamondon, qui donne dans le chansonnier, mais cette fois, il nous propose un hommage à Ed Sheeran. Okay. Donc, ça va être vraiment à découvrir. Il fait comme Ed Sheeran, donc il va seul avec ses instrumentations en boucle. C'est vraiment un phénomène à voir. Et il y a également le groupe Best Of qui conclut la semaine de festival de vacances en spectacle. Best Of, c'est un groupe de grand succès d'hier à aujourd'hui. Ça risque de danser pour la clôture de vacances en spectacle. Oui, il y a une chose qui est arrivée qui aurait pu avoir des conséquences négatives. C'est la dame qui devait venir chanter jeudi passé, là, comment elle s'appelle? En fait, la dame qui devait venir chanter, c'est Mme Laurence Jalbert. Ben oui. On l'attendait donc mardi, le 26 juillet. Heureusement, son ami Maxime Landry est venu la remplacer. Et c'était fait, hein? Absolument, vraiment, là, c'était magistral. Maxime Landry, qui est d'une générosité incroyable, il a conquis le public pont-rougeois. Assurément, on est en amour avec lui maintenant. On a eu des très, très beaux moments, des moments magiques, je dirais. Vous vous donnez la place aussi au Port-Nevois, comme l'avez mentionné tantôt, absolument. C'est très important pour nous. Il y a le tiers de la programmation qui est consacré au Port-Nevois. Et d'ailleurs, notre porte-parole cette année 2022, c'était David Thibault, qu'on connaît bien, donc personnificateur d'Elvis illustre s'il en est. Exact. Il fait également ses propres chansons, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis également. C'était un concert mémorable. C'était notre porte-parole 2022. C'est vraiment la marque, justement, pour être un fier ambassadeur du talent Port-Nevois, parce qu'il y a du talent là, à Pont-Rouge et à Port-Neuf. Il y a du talent.
Et oui. là, ça va terminer les festivités au Parc Lyon. Est-ce qu'il y a autre chose à venir après? Absolument. La Ville de Pont-Rouge, ça bouge énormément. Oui. Donc, l'animation Centre-Ville, c'est une série qui se poursuit. Donc, il y aura yoga en plein air qui va être donné par Mme Nicole Martel. Et aussi, on va avoir les jeudis en musique avec l'École régionale de musique de Pont-Rouge. Okay. Ça va être ici dans les jardins du 150e à Pont-Rouge. C'est tellement accueillant, ces jardins. C'est accueillant, c'est des belles fleurs et puis c'est gratuit, accessible pour tous. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur la page Facebook d'événements Pont-Rouge. Oui, puis ce que j'aime, c'est que c'est vaste le jardin, mais en même temps, c'est intime. Absolument. Oui. Absolument. T'sais, on se retrouve comme plus près du Seigneur. Oui. Ça me c'est une fait plaisir. façon de se rapprocher du Jardin d'Éden, si on peut. Puis, on termine la saison estivale avec notre fameux bière et poutine. Oui. Ça, c'est le 2 septembre, le vendredi 2 septembre. Puis toujours dans les jardins du 150e. Eh bien, je te dis merci infiniment. Bien, merci à vous, Père Beaumont. Passez une excellente fête de semaine. Merci beaucoup. Nathalie Lessard, coordonnatrice aux événements à Pont-Rouge. Décidément, Denis Beaumont laisse personne indifférent. Et question de s'en aller vers la première pause commerciale et de pouvoir revenir avec notre invité. On a Aubert et Nicole, évidemment, qui sont encore avec nous cette semaine pour agrémenter le tout musicalement. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel le long du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer. Aussi peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Moi je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Ce jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire, mais je n'y comprenais rien. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel le long du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Merci Aubert et Nicole, merci beaucoup. On va maintenant faire une petite pause et on revient dans quelques instants. Comme je vous disais, on va parler de la nation Wendat. Entre autres, on est avec Mélanie Savard. Alors, on fait une pause et on revient dans un instant. Je me présente, je suis Alex Marcotte, je vais présenter le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme. Alors, qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors, c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse. Et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer.
Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. J'ai quitté mon île quand on m'a renvoyé. Je l'ai quitté tranquille, sans chanter ou pleurer. Un beau matin, vous verrez les voiles de mon voilier prendre le large vers les îles. J'ai quitté mon arbre, on est venu le couper. J'ai trouvé les sables, rien n'y était plus semé. Un beau matin, vous verrez les voiles de mon voilier prendre le large vers les îles. J'ai quitté ma terre, on est venu l'acheter. On n'achète pas la terre c'est toi pis moi. Un beau matin, vous verrez les flammes de ma fusée prendre le ciel vers mon île. Un beau matin, vous verrez les flammes de ma fusée prendre le ciel vers mon île. Voilà, encore merci beaucoup, Aubert et Nicole. Cette fois-ci, on est avec Mélanie Savard, qui est d'origine Wendat, qui habite notre région et qui a une entreprise également dans la région. Et si vous voulez bien... Bien, d'abord, bonjour Mélanie, on s'est dit bonjour en début d'émission. D'entrée de jeu, j'avais le goût que vous me parliez un petit peu justement le lien qu'il y a un peu entre Portneuf et la nation Wendat, parce que dans le fond, ici, à Saint-Raymond, il y a des gens de l'ancienne Norette qui sont venus fonder la ville de Saint-Raymond, mais ils avaient suivi les chasseurs Wendat qui leur avaient montré le territoire. Là. Oui. Mélanie Wendat, Yandiawishiati. Donc, juste en introduction, je me suis présentée dans ma langue parce que c'est important de pouvoir, pouvoir s'exprimer dans notre langue. Oui. Je m'appelle Mélanie, je suis Wendat, j'appartiens au clan de la Tortue. Effectivement, vous l'avez bien mentionné, les Wendat ont vraiment une présence particulière ici dans le comté de Portneuf et particulièrement à Saint-Raymond. Je suis persuadée que si vous alliez consulter vos aînés qui sont encore en vie aujourd'hui, ils ont probablement des mémoires qui leur permettraient de pouvoir partager des souvenirs en lien avec la présence des Wendat et aussi tout le travail qui a été effectué entre les gens de Portneuf et les Wendat. Donc, si on remonte un petit peu et en parenthèse, simplement vous mentionner qu'il y a des boîtes, des dizaines de boîtes à la Nation Huron-Wendat au niveau des archives qui viennent documenter la présence des Wendat, particulièrement ici. Et effectivement, en 1834, il y a eu la fondation de la seigneurie de Bourg-Louis, qui a été faite avec la contribution de la Nation Huron-Wendat. Donc, en ce moment, là, on est vraiment ici où on se trouve en ce moment. On est vraiment dans un point chaud du territoire là, où les Wendat étaient installés. D'ailleurs, la Côte-Joyeuse, qui est juste ici, a été appelée comme ça parce que nous, les Wendat, on l'appelait la Montagne Joyeuse.
La chapelle qui a été construite en 1834, qui est située juste à côté de l'aréna, pas très loin d'ici, cette chapelle-là a été construite par-dessus une maison longue, une cabane ronde, en fait, que les Wendat occupaient sur le territoire. Et quand les colons sont arrivés ici, les chefs et les Wendat qui étaient installés ici ont dit, bien, installez-vous le long de la rivière Sainte-Anne, c'est là que les terres sont les plus fertiles. Il y a vraiment eu un travail, et on pourrait s'en parler pendant des heures. Il y a des gens, notamment au bureau d'Union Wantio, qui ont travaillé très, très fort pour essayer de faire connaître ça. Mais moi, de mon côté, j'ai grandi ici à Saint-Raymond. J'ai grandi ici à Port-Neuf, les fins de semaine, toutes mes vacances avec ma famille. Mon grand-père avait un chalet dans Batiscan-Nelson et on se retrouvait là. Je salue la grande famille Savard de Wendake, notamment chez nous. Et mais c'est ça, c'est riche. Le restaurant Roquemont, entre autres, je fais une parenthèse, Roquemont, le nom est très symbolique, encore une fois, il y a beaucoup de documents qui sont là. Il y avait une réserve ici à Saint-Raymond qui s'appelait la réserve de Roquemont entre telle année et telle année. Malheureusement, ce sont des informations que la population d'ici ne connaît pas. C'est méconnu, hein? Il n'y a pas eu de... C'est totalement méconnu. Comme je vous disais, il y a encore des aînés, quand on pense à la seigneurie du Triton, que les guides de pêche de chasse étaient des Wendat, des hommes Wendat qui connaissaient le territoire. Il y a aussi eu dernièrement un beau film de la nation Wendat qui a été diffusé abordant le lac à Moïse, l'aire protégée du lac à Moïse, qui a eu des travaux qui se sont faits avec Saint-Raymond. Mais il y a tellement de choses et les gens ne connaissent pas ça. Et moi, je trouve ça triste, je trouve ça dommage parce que je me dis que c'est un patrimoine collectif, autant pour les habitants de Port-Neuf que pour la nation Wendat. Et il y a beaucoup de Wendat aussi chez nous qui ne connaissent. Il y a tellement de dossiers, il y a tellement de documentation, il y a tellement d'histoires que c'est difficile à saisir. Mais je me suis donné comme objectif, parce que maintenant j'habite ici depuis 3 ans, d'essayer de ramener ça, de faire connaître ça en me déplaçant dans différents milieux, en étant présente dans des événementiels et aussi en invitant des gens de ma nation, parce que je ne suis pas porteuse de tous les savoirs et je ne suis pas la nation à moi toute seule. Donc, d'inviter des gens de chez moi à venir ici sur le Nion-Wantio, parce qu'à ce moment là où on est, c'est le territoire ancestral qu'on appelle le Nion-Wantio, qui signifie dans notre langue notre magnifique territoire. Donc, vous êtes sur le territoire ancestral des Wendat, qu'on nomme le Nion-Wantio, entre autres. Et là, vous avez je m'excuse, Yanochia, c'est bien ça, Yanochia agriculture. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été artiste culturelle pendant une 15aine d'années. J'ai chanté, j'ai fait des danses folkloriques Wendat. Par la suite, je me suis orientée en travail social où j'ai accompagné plusieurs communautés autochtones pendant une dizaine d'années. J'ai vraiment travaillé auprès des Premières Nations. Et en 2021, j'ai décidé de fonder Yanochia Art et Culture. Yanochia qui signifie maison, qui fait référence à les maisons longues, parce que nous, on habitait les maisons longues à l'époque. Et la mission de Yanochia Art et Culture, c'est vraiment de faire briller, de mettre la lumière sur des savoirs traditionnels, ancestrales et contemporains par la création de lieux d'échange. Donc, où ce que les gens peuvent venir s'asseoir autour de ces savoirs traditionnels-là et venir se raconter dans le but d'apprendre à mieux se connaître. Donc, Yanochia aussi marche vers la réconciliation entre nations. Moi, je travaille beaucoup avec des artisans du comté aussi, parce que c'est vraiment en apprenant à se connaître puis en travaillant ensemble que je pense qu'on va être capable d'atténuer les préjugés, que les gens vont être capables de se réapproprier un peu cette culture et cette histoire riche là, qui nous appartient, comme je l'ai nommé tantôt. Donc, moi, je fais des ateliers, je fais des formations culturelles, des conférences, je fais de l'art personnalisé, je fais de la broderie à l'aide de poils d'orignal, de défense de porc-épic, des poupées en course de maïs, je fais mes teintures végétales suite à des récoltes que je fais en territoire. Et à travers tous ces savoirs-là, les gens, par curiosité ou parce qu'ils ont envie d'en apprendre d'autres, viennent. Et moi, j'essaie le plus possible de venir raconter toute l'histoire ou l'éducation, les enseignements qui se rattachent à ces savoirs-là, dans le but d'en assurer la pérennité, parce que c'est des savoirs traditionnels qui sont millénaires, là. Puis il faut les garder vivants. Et donc, c'est ça, je me promène beaucoup. J'espère sincèrement que le comté de Port-Neuf va m'inviter à venir me raconter dans le but de pouvoir rejoindre les habitants du comté et d'en apprendre davantage sur nous et nous faire la place. D'ailleurs, je vous remercie sincèrement pour votre invitation. Pour moi, personnellement, mais au nom de la nation Wendat et pour toutes les nations autochtones du Québec, de nous inviter à pouvoir prendre la parole, c'est déjà un pas dans le but de
de nous amener à pouvoir nous faire connaître davantage. Ouais. Mais la nation Wendat et je vais dire la nation canadienne-française ont toujours eu des liens très, très particuliers depuis le début de la colonie. Puis je pense que c'est important de ramener ça, de faire ressortir le positif de la relation qu'on a eue entre nations, plutôt que parfois, on sait que dans l'histoire, on va nous sortir des choses de l'histoire où les relations étaient un peu moins agréables. Mais dans le cas de la nation francophone et Wendat, ça a toujours été des relations cordiales. Je pense que c'est important d'en parler puis de le faire connaître. Absolument. Puis... c'est sûr que les médias ont un pouvoir de choisir qu'est-ce qu'ils veulent exposer. C'est pour ça que moi, dans le cadre de Yann Onchia, souvent les gens, c'est un passage obligé. On devait ramener cette partie historique-là, peut-être un peu plus sombre, pour amener à comprendre, puis en même temps permettre à des individus d'amorcer et de poursuivre un processus de guérison. Mais aujourd'hui, il faut se dire qu'à travers toutes les institutions des Premières Nations, les grandes organisations, les grandes entreprises, il y a des porteurs de tradition, il y a des artisans, les gens, les membres des nations sont aussi porteurs d'une voix. Et effectivement, les relations qu'on avait avec les colons qui sont arrivés ont été très constructifs. Donc moi, j'essaie de me centrer sur le beau, sur qu'est-ce qui a été fait concrètement ensemble, parce qu'il y a eu beaucoup de belles choses qui ont été développées. Et la nation Wendat a toujours été une nation d'adoption. Donc, au sein de notre communauté, on a adopté des Québécois, on a adopté des Canadiens français. Il y a eu beaucoup de mariages mixtes aussi. Hein. La communauté de Wendake est située à 20 minutes du centre-ville de Québec. Notre communauté où nous sommes depuis 1697 physiquement. Comme je vous disais d'entrée de jeu, j'ai grandi à Loretteville et Saint-Émile, donc j'ai bien connu ces mariages souvent mixtes, effectivement, qui avaient lieu à travers des amis, les gens qu'on... Puis la particularité aussi de la nation Wendat, puis ça ne fait pas différent de ce qui s'est passé dans le comté de Portneuf il y a plusieurs décennies, il y a plusieurs siècles, c'est que nous, on parcourait le territoire, on allait à la rencontre des gens qui arrivaient, qui colonisaient, pour échanger, on s'est beaucoup entraidé, mais effectivement, la nation Wendat, c'est le peuple du commerce, c'est comme ça qu'on nous appelle, puis on a toujours eu des liens très positifs, constructifs, significatifs avec les gens avec qui on s'est assis. On est une nation qui est très fière, qui est encore bien vivante, malgré le fait que quand on est arrivé dans la région de Québec dans les années 1650, on était environ 300 individus. Aujourd'hui, on peut estimer la population de Wendake, puis là, je pèse, mais approximativement 4000 Wendat, mais c'est parce que je dis approximativement, dans les dernières années, il y a beaucoup de Wendat qui ont récupéré leur statut, notamment dans le comté de Portneuf. L'an dernier, quand parce qu'ils ne sont pas tous résidents de la réserve, évidemment, là, sont sur le territoire. Mais il y a une famille ici qui est restée dans le comté de Portneuf, et c'est la famille des Lirettes. Ils sont toujours restés ici. Et quand j'ai appelé le Conseil de la Nation Huron-Wendat au niveau de la démographie, il y a à peu près un an et demi, on me dit qu'on estimait à peu près 60 Wendat statués qui demeuraient ici dans Saint-Raymond. Mais là, mettez 60 Wendat statués, il y a eu plusieurs autres membres qui ont été statués. Il y a les membres de la famille autour de ça. Et juste pour vous donner une petite idée, c'est environ 200 Wendat de la communauté de Wendake qui parcourent annuellement le territoire ici pour aller dans leur camp. 200 Wendat, mettez leurs enfants, leurs conjoints, Il y a beaucoup de Wendat qui sont ici. Et je salue la famille des Lirettes, qui est une très grande famille qui habite ici. Il y a des gens, là, je pense entre autres à Mme Maude Lirette, que vous connaissez peut-être, qui est une aînée, qui connaît beaucoup l'histoire des aînés du comté. À moins que Mme Lirette pour tout le travail que vous faites au niveau de cette partie historique-là. Mais regardez autour de vous, accueillez, ouvrez vos événements pour nous recevoir, pour qu'on puisse apprendre à mieux se connaître. Puis on a une belle culture, on a des beaux chants, Oui, on appelle Yann Onchia culture, puis là, on vous parle de notre événement, puis là, vous pouvez nous proposer quelque chose à présenter dans le cadre de ça. Je présume, c'est un peu comme ça. Comment on fonctionne si on veut que vous soyez là? Oui, bien en fait, vous pouvez me contacter directement sur mon téléphone ou encore mon adresse courriel. En ce moment, mon site web est en construction. Donc, j'ai vraiment quelque chose de beau qui s'en vient. J'ai une petite page Facebook dans le moment, une petite page Instagram, mais c'est sûr que pour tous les événements, puis quand je dis le comté de Portneuf, c'est pas uniquement Saint-Raymond. Moi, je me déplace dans les écoles primaires, secondaires, collégiales, universitaires. Je me déplace au sein des entreprises. Je suis très polyvalente. Puis, si jamais c'est pour des événements qui demandent plus de mobilisation,
j'ai une belle... j'ai plein d'amis, j'ai plein de connaissances à Wendake qui n'attendent que ça, puis je vais les inviter, puis on est toujours très contents. Tu sais, moi, je suis artisane. Quand on est invité puis qu'on veut mettre la lumière sur des choses qui sont tellement vivantes, puis si je peux parvenir à faire connaître davantage la nation Wendat, mais que les gens se disent, bien, ça fait partie de notre patrimoine et on est fiers de connaître cette partie-là. Je pense qu'il y a un beau travail qui est à faire. Je sais que la nation Wendat travaille avec Portneuf dans le but de développer des projets, mais des fois, individuellement, il faut prendre son sac. Il faut travailler en équipe. Donc, c'est une invitation que moi je fais. Invitez-nous à s'asseoir avec vous, à échanger, peu importe les projets que vous pouvez avoir. Et je suis sûre, moi, que ça va juste apporter une richesse collective encore plus grande dans laquelle les deux parties vont pouvoir dire on est fiers de ce qui est développé, continuons de travailler ensemble. Puis, c'est ça, je pense qu'on est rendu là, autant pour ici, mais ailleurs aussi. Tu sais, il faut sortir de notre communauté. Wendake, c'est une communauté qui est très touristique, mais il faut sortir de là aussi parce que le territoire du Niuewancio est tellement grand. Mais pour ça, bien, il faut différentes voies, il faut des invitations puis une ouverture. Il faut rayonner et je vais vous... On en a parlé un petit peu avant d'aller en ondes. Je veux vous entendre. Oui. Je veux vous entendre vous interpréter. Oui. Un chant, ça va être un chant traditionnel? Oui, c'est un chant Wendat que je vais vous présenter. C'est sûr que c'est un chant qui a été modifié, donc il n'est pas chanté vraiment comme le chant traditionnel qui peut se chanter, entre autres, à la Maison Longue. Il a été adopté, mais c'est la beauté de l'art. On peut s'amuser à changer en fonction de nos couleurs et tout ça des chants, comme n'importe quelle interprétation d'ailleurs. J'ai apporté mon grand-père, donc mon tambour. Le tambour ici... Oui, présentez-nous l'instrument. Oui, bien, en fait, c'est un tambour que je me suis procuré à Wendake. Je l'ai moi-même décoré. Moi, je dis tout le temps qu'il y a quatre chœurs, en fait, qui viennent chanter avec le tambour. Il y a le chœur de l'animal, il y a le chœur de la terre-mère, hein, le bois, les arbres sont des grands-pères pour nous. Il y a le chœur de l'être humain, mais il y a aussi le chœur de tout ce qui est autour de nous, le monde invisible. Moi, j'aime beaucoup... Quand je m'assois avec les gens, j'aime beaucoup laisser une chaise vide à côté de moi pour toutes les personnes qui auraient voulu être présentes, mais pour toutes les personnes qui ne peuvent pas être là et pour tous ceux qui ont passé avant nous et pour laisser la place aussi à ceux qui s'en viennent après nous. Parce que dans l'esprit des Premières Nations, la notion des 7 prochaines générations est vraiment très importante. Et c'est important de pouvoir se remémorer ça. Donc, je vais vous chanter le chant Eno. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était tellement doux. C'était bien. J'ai vraiment aimé. C'est apprécié. Mélanie Savard, je vous remercie beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui. Puis on reprendra à un moment donné l'occasion d'entrevue. On pourra élaborer un peu plus sur la présence sur le territoire. Je suis toujours très, très enchantée de venir vous rencontrer. Tiawak, encore une fois, de m'avoir invité, de nous avoir invités, en espérant que nos mocassins pourront se recroiser sur le sentier pour dire merci chez nous. On dit Tiawak. Pour dire au revoir, on dit Ona. Merci. On va faire une pause. On va revenir dans quelques instants avec Samuel Gendron, la chronique chasse cette fois-ci.
Oh! Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. Je suis Alex Marcotte, je vais présenter le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse, et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Ben t'étais pas faite pour moi. Je m'ennuie pareil, as-tu compris? Je m'ennuie de tes cuisses, je m'ennuie de tes seins, je m'ennuie de tes yeux, t'ennuies-tu des miens? J'sais ben, dis-moi les plus. J'étais pas faite pour toi non plus. T'es faite comme un ordinateur, sorry no computer. Qu'est-ce que je fais à cette heure? Calice reston, juste une petite nuit, puis on va s'aimer jusqu'au matin. T'es obligé de partir, j'sais ben, mais t'es pas obligé de partir tout de suite. On va se rouler un gros pétard, on va se péter la fiole en deux. Tu vas me dire André, il est trop tard, on peut être copains si tu veux. Pis ça je le sais, ça va me faire chier. Si c'est rien que copain, j'aime mieux tout seul, mais je suis orgueilleux quand je suis avec toi. Ça fait que je vais fermer ma gueule. On va faire l'amour en silence, comme deux amants, un peu blasés. Avant de me donner mes vacances, fais-moi à croire que je suis pas clairé. On s'en va maintenant faire un petit tour du côté du Roquemont avec Samuel Gendron de la pêche dans la peau, mais là, ça va être la chasse dans la peau, vous allez voir. On va parler des saisons de chasse. Qu'est-ce qu'on fait, d'ailleurs, quand on est chasseur à cette période-ci de l'année? Et tout de suite après, on va revenir et on aura la vélopiste de Portneuf. On va vous parler de ça sur, évidemment, CJSR et la radio de Choc FM. Nouvelle chronique avec Samuel Gendron de la pêche dans la peau qui est avec nous. Et là, comme j'avais fait le gag lorsque tu m'avais fait goûter de l'ours, j'ai dit, il y a la chasse dans la peau aussi, Samuel. Oui. Et d'ailleurs, c'est le sujet qu'on va avoir aujourd'hui. On va parler de chasse. Oui, mon ami. Au moment où l'émission est diffusée, bien sûr, on est à la période de l'été. Fait que je me dirais, on peut peut-être commencer là. Un chasseur au mois de juillet, ça fait quoi? Un chasseur au mois de juillet, idéalement, ça va prendre des marches dans le bois sur son territoire.
savoir voir ce qui se passe. Y a-t-il des trails qui sont tapés par rapport au chevreuil? Là? Je pense à mon chevreuil. Est-ce qu'il y a des jeunes pousses qui sont mangés dans les arbres? On va voir si notre chevreuil est actif, si notre gibier est actif. C'est un bon moment aussi pour activer ou réactiver nos salines. C'est des sites qu'on va mettre un peu d'appât pour habituer le gibier à passer par là dans sa routine journalière. Les gens ont peut-être remarqué, ont peut-être reconnu les images. Évidemment, on est au Roquemont, à la microbrasserie Hôtel, qui à une certaine époque était un camp de chasse. Alors, c'était l'endroit idéal pour parler de chasse. Justement, parlons-en un peu. Comme tu me disais, là, on fait la préparation. Est-ce qu'il y a encore des chasseurs? Bon, il y a le chasseur individuel, mais est-ce que ça existe encore les associations, les camps de chasse, les gens qui vont sur un territoire bien précis, puis c'est en équipe pour... Je sais qu'avec les EC, il y a des choses qui ont été modifiées, mais est-ce qu'on a encore des camps de chasse? Si on veut? Il y a des camps de chasse qui existent. Puis là, je pense tout de suite à l'Orignal. À l'Orignal, de base, on doit être en équipe. Les permis, c'est par équipe. Ça y va par paire. Donc oui, ça existe. Puis c'est tellement de bonnes questions que tu me poses parce que la chasse en équipe, c'est tout un plaisir. Ça doit. Parce que là, on peut faire des scénarios, des embuscades. Quand on a analysé notre territoire, on peut dire, OK, on va mettre quelqu'un là qui va caler, tu sais, exemple. On peut mettre 2 tireurs à l'affût bien placés. On peut... plusieurs têtes valent mieux qu'une aussi. Je veux dire, de plus en plus, on voit ça. Puis comme moi, on est 4 partenaires dans mon secteur, là, dans le coin de Saint-Luc, là, justement. Ouais. Donc, à ce moment-ci de l'année, c'est le temps de commencer à regarder pour sa préparation. Oui, bien en fait, les accros se préparent depuis le mois de mai facilement, là, même avant. Mais en plein été comme ça, on va marcher, on regarde s'il y a des changements, s'assurer que les trails sont là, que les sites sont visités. On peut vérifier les batteries sur nos caméras de surveillance si on en a en place. Si on a réalisé qu'il n'y a pas beaucoup d'activité, on peut rebouger nos caméras de surveillance. Et là, c'est tôt pour les appâts, ou est-ce qu'on commence à les commander si on veut? Ou Bien, en fait, pour les salines et les sites d'appâtage, on peut déjà mettre du sel ou il y a du jam qu'on appelle. Il y a plusieurs produits qui sont déjà appliqués là, par plusieurs chasseurs là, présentement. Si on parle d'appâts concrets, comme exemple, il y a des gens qui vont mettre des pommes au chevreuil. Je dirais, bien, de toute façon, ils ne sont pas sortis. Là. Bien, il est un peu tôt pour ça. C'est plus des salines, des minéraux pour créer l'habitude. Comme je disais, là, au moment de la diffusion, on est juillet, début août, là, tout dépendant dans quel épisode sera diffusée la chronique. On va commencer avec quelle chasse? On s'en va vers la fin éventuellement du mois d'août, le mois de septembre. Oui. Ça commence comment? Bien, en fait, ça va dépendre des zones parce que le Québec est séparé en plusieurs zones. Comme ici, on est dans la 27 Ouest. On va se concentrer sur la 27 Ouest à ce moment-là. OK, c'est bon. Mais dans la 27 Ouest, il y a le petit gibier qui va commencer en premier. Le petit gibier va commencer sur une longue période qui va s'étaler jusqu'à environ fin mars. OK. Cette période-là, elle est ouverte. On peut commencer avec ça. Quand on dit le petit gibier, c'est quoi? Bien, tu sais, je pense tout de suite au lièvre et à la perdrix. Okay. C'est ce qui vient en premier lieu. Il y a d'autres animaux aussi, mais c'est ce qui vient en premier. Puis là, tu vois, le petit gibier va commencer. Il va s'entremêler avec le chevreuil et l'orignal plus tard dans la saison. Donc là, à ce moment-là, les chasseurs de petits gibiers sont... souvent, c'est des chasseurs de grossis. Ouais. On se recule. On les recommande un peu de laisser le terrain de jeu pour le chevreuil et l'orignal. C'est le chevreuil qui arrive en premier? Oui, bien dans la 27, là, ça va être le chevreuil exactement à la fin novembre. Puis l'orignal, ça dépend vraiment des secteurs. C'est du cas par cas, Michel. Ça serait difficile d'élaborer chaque zone, là. Mais c'est à l'automne. On se concentre sur Port-Neuf. Oui, les deux sont à l'automne. OK, ouais. C'est à l'automne à ce moment-là. Chevreuil, l'orignal, c'est un animal qui se ressemble un peu, si on veut. Oui, c'est un cervidé, oui. C'est 2 cervidés, mais ça ne se chasse pas de la même façon, je présume. Non, ça ne se chasse pas de la même manière. C'est une approche qui est très différente. Le chevreuil est très, très craintif, très craintif. Faut pas faire de bruit, il faut être très subtil. Il y a des manières de le chasser. On peut le chasser dans une cache, dans les airs, près d'un site d'appâtage. Il y en a qui aiment beaucoup, puis c'est de plus en plus populaire, mais c'est encore plus de sport. C'est d'analyser par où est-ce qu'il passe, ses routines, puis aller se cacher en embuscade tout près, là, le jour même, d'une trail où ce qu'il passe, où ce qu'il va faire un frottage. L'orignal, c'est similaire, mais c'est pas pareil. Il faut le provoquer, il faut essayer de communiquer avec, le caler, frotter les branches pour simuler qu'on est un orignal comme ça. Pour l'attirer. Oui, c'est ça, parce que tout se passe dans la saison des amours, ou presque.
Fait que c'est de la crouse, c'est plus vraiment de la chasse. Ça dépend, oui. C'est soit de la crouse ou de la compétition, tout dépendant du scénario qui peut se présenter. Donc là, c'est de créer des scénarios puis y croire jusqu'à la fin. Là. Et au niveau de pouvoir chasser mâle, femelle, il y a quelque chose, c'est avec lequel? C'est avec l'orignal ou le... Encore là, c'est cas par cas. Mettons qu'on parle du chevreuil dans la 27 Ouest, on peut chasser seulement le mâle, ça veut dire un cerf avec bois. Puis ça dure 10 jours, même 9 jours dans la région de Pont-Neuf. Comment on fait pour s'assurer que c'est pas ceux du Père Noël? Non, non. Ceux du Père Noël, ils ont des bois, donc il faut faire très attention. Dans le fond, tu prends une photo, tu l'envoies au Père Noël, puis tu vérifies. Mais tu me parles, là, tu sais, quand... Elle est bonne. Tu me parles là, des cerfs sans bois, donc la femelle et le veau. C'est possible aussi de le chasser au mois de mai, pendant mai-juin, ça dépend des années. Il y a un tirage au sort qu'on peut faire avec le ministère en ligne. Ça coûte 8 $. Puis ça nous donne la chance d'être éligible au concours. Donc, puis au bout du tirage, on peut avoir le droit de chasser la femelle ou le veau. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un droit que tu peux avoir suite au tirage. Là. Et pour l'orignal, c'est? L'orignal, c'est du cas par cas, saison après saison. Ça dépend du plan de gestion et des résultats des chasses. C'est là qu'il y a un tirage aussi qui arrive au moment de la chasse? Bien, des fois aussi, c'est les territoires qui sont prisés pour l'orignal qui peuvent avoir des tirages pour des... Je pense, entre autres, là, dans Haute-Port-Cartier, le lac Walker, c'est un endroit qui est très prisé pour l'orignal. Donc, tu peux t'inscrire. Ça donne le droit d'être le premier d'acheter le territoire. C'est un type différent, mais il y a beaucoup de tirages. Il faut suivre. En fait, à l'année longue, là, la chasse dans la peau... Souvent, les chasseurs vont suivre les sites du gouvernement, vont suivre les sites des clubs de chasse et entre eux aussi vont se donner de l'information, je présume. Puis évidemment, ils vont écouter... Bien, dans mes chroniques, j'en parle à la mesure quand ça sort, un petit peu avant. Puis à la date limite, j'en reparle tout le temps, justement pour partager l'information. Là, on va arriver après ça au mois de janvier, février, il y a le petit gibier qui se poursuit. Est-ce qu'il y a d'autres chasses à venir? L'ours, je pense, au printemps, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, bien, tu as l'ours au printemps, bien, c'est mi-mai jusqu'à la fin juin. L'ours est là. Ce qu'on va voir après les fêtes, tranquillement, ce qui va s'en venir, c'est la corneille. Tu vas me dire, hein, la corneille? C'est ça? Chasser de la corneille. Oui. Il y a la chasse à la corneille. Ça se mange dessus? Non, en fait, c'est bon pour la relève. La relève, pour s'habituer à s'embusquer, à préparer son arme. Ça comment, de la corneille? On tire, c'est une corneille? Tu dois être à l'affût, tu dois être caché, premièrement, parce que... Mais on a le droit de tirer sur ces animaux-là? Oui, la corneille, pas le corbeau. Il faut faire très attention. Ça ne doit pas être évident, quand tu es à l'autre bout du fusil, de faire la différence entre les deux. Là. Ah oui, juste le cri, la grosseur. Le corbeau est 2 fois plus gros. 2 fois plus gros. Puis c'est pas le même... Il ne se tient pas aux mêmes endroits, vraiment. Puis c'est une chasse que des gens... Puis il y a encore de la neige dans ce temps-là. C'est pas protégé comme le goéland et tout ça, là. Non, le corneille, tu peux... Il y a un moment pour ça. Après, ce qui va arriver, puis qu'on aime beaucoup, c'est l'oie sauvage, la sauvagine, tu sais, je veux dire... Très bon, l'oie, entre autres. Oui. C'est extraordinaire. Puis tu sais, tu as été longtemps dans la région de Montmagny. Oui, c'est là que j'ai eu l'occasion de goûter à plusieurs fois à l'oie sauvage. C'est vraiment très, très bon. Après ça, tu as le dindon sauvage qui s'en vient tranquillement. Ce qui est étonnant de l'oie sauvage, qui m'a étonné, c'est qu'un coup tu l'as déplumé, puis tout ça, ça ressemble à un poulet. Oui, mais quand tu le fais cuire, la chair, c'est plus comme du bœuf. C'est particulier. Oui, la chair est rouge. Fait qu'après ça, tu as le dindon sauvage qui va arriver, puis ça, c'est de plus en plus populaire au Québec. C'est vraiment trippant. C'est une chasse qui se fait avec... on cale, carrément. On doit avoir des appâts, il y a plusieurs appâts. On cale la dinde. Oui, tu cales le dindon ou la dinde, puis ça arrive en groupe, puis on peut chasser seulement le mâle. Mais en fait, c'est pas vrai. On peut chasser seulement le dindon avec barbe. Parce que tous les dindons portent une barbe. Puis, je pense que c'est 5 des dindonnes, en tout cas, les dindons femelles. Donc, si par hasard, tu t'es fié à la barbe et tu as abattu une dindonne, c'est correct parce qu'il y avait une barbe. Exactement, c'est ça, exactement. Puis là, après ça, c'est l'ours qui embarque, là, puis là, ben le cycle dernier est fait. Pour l'été, quelques lectures, tu nous conseilles, tu nous recommandes? Ben oui. Regarde, quand on est en congé, des fois, oui, on dit, je suis fatigué de tout, j'ai le goût de me reposer. Mais là, l'appel de la chasse revient, puis moi, c'est 2 livres que j'aime. J'en ai plus que 2, mais 2 en français. Un livre de Michel Terrien, L'Homme des bois. L'Homme des bois. C'est plusieurs récits qui sont reliés à la chasse, la pêche, la trappe, l'exploration en forêt. C'est des textes qui sont pas trop longs. Ça se lit bien. Ça fait 2-3 fois que je le lis, puis on dirait qu'à chaque fois, il y a la magie est là. Il y a un nouveau livre là, qui est sorti de Luc Chartrand. Des fois, quand tu lis, est-ce que la fin change? C'est pas donc vous êtes le héros. Après ça, la grande expérience de la chasse. Oui, c'est ça, avec Luc Chartrand. C'est un livre qui est sorti dernièrement, très, très apprécié des chasseurs. On voit une vision différente, des angles différents de pensée par rapport à la chasse.
pourquoi on chasse, comment c'est perçu, etc. C'est un super bon livre que je vais dévorer là, justement avec les vacances. Puis tu nous as amené un livre en anglais, Black Bear Hunting, chasse à l'ours noir. Oui. En fait, d'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé en français. C'est la référence pour la chasse à l'ours. Richard P. Smith. Oui, puis je pense qu'il me l'a autographié. En plus? Ben, oui, je pense. Ah Attends, oui, gars. oui, t'es autographié. Oui. Et dans ce livre-là, c'est vraiment les secrets de la chasse à l'ours, si je peux m'expliquer. Exactement, exactement. Puis c'est mon ami Michel Terrien qui me l'avait référé, puis c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment la référence. Excellent. Ben écoute, Samuel, encore une belle chronique aujourd'hui. Merci. Ah, on a du fun. Tu sais, j'espère que tu vas me ramener de l'ours. Tu vas me ramener. Je m'attendais que tu m'arrives avec quelque chose à manger. Là. Je suis un peu. On s'en prend. La dernière fois, c'était excellent. Alors voilà, merci beaucoup, Samuel. On retourne sur le plateau. C'était la chronique de Samuel Gendron dans Plaisir d'été. On était pour l'occasion du côté du Roquemont, la microbrasserie hôtel, qui évidemment, à une certaine époque, était le camp de chasse dans Port-Neuf. Et voilà, c'était la chronique avec Samuel. J'ai Marie-Christine Moras qui est avec moi et qui on va parler au retour de la pause. Et on va parler de la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf dans quelques instants. On revient. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. Je suis Alex Barca, je vais présenter le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse. Et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Attendre, les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte Coër. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains
dans mon jardin d'hiver. Merci beaucoup, Robert et Nicole, qui évidemment agrémentent musicalement cette émission. On va parler, excusez-moi, on va parler de la vélopiste Jacques Cartier Portneuf avec sa directrice générale, Marie-Christine Moras, qui est avec nous. Bonjour Marie-Christine, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Oui, en pleine forme? Oui, oui, toujours. Ben oui, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Il y a quelques mois. Oui. Mais là, vous avez un titre un petit peu plus court. Oui, cette année, c'est plus facile pour moi. J'avais simple. de la misère avec le titre, le long titre à l'époque de la corporation. Je l'oubliais toujours, mais là, directrice générale, je n'oublierai pas. DG, c'est très rapide. C'est très rapide. Hein? La vélopiste Jacques Cartier Portneuf, c'est quoi? En fait, c'est un parc linéaire, une vélopiste cyclable qui débute à Shannon. Donc, en fait, c'est Gabriel de Valcartier, précisément au 2500 rue de la Bravoure, tout juste en face du centre de recherche de Valcartier. Donc, il y a un grand stationnement. Notre départ est là. Et ensuite, on parcourt 68 km au nord jusqu'à Rivière-à-Pierre. Et là, ça passe par quelle municipalité? On a en fait Fossambeau-sur-le-Lac, on a Lac-Sergent, Saint-Léonard, Saint-Raymond, une partie à Sainte-Christine et à Rivière-à-Pierre aussi. Et est-ce qu'on sait le nombre de kilomètres? 68. 68 oui. kilomètres. Oui. Et lors de ce parcours-là, est-ce qu'on a des facilités? Est-ce qu'il y a des choses touristiques à découvrir? Comment? Oui, certainement. Bien, en fait, via notre site Web, on a déjà la carte interactive qui est sur le site qui vous permet de voir tout ce qui est hébergement, ravitaillement en dépanneur en eau, en toilette, en restauration. Tout est là. Et vous avez aussi des affiches sur le circuit. Donc, sur le parcours, vous avez des affiches bleues qui sont nos partenaires durant l'année et qu'on affiche comme ça pour permettre aux utilisateurs de savoir à quel endroit ils peuvent sortir pour des blocs sanitaires ou pour seulement le ravitaillement en eau. OK. Donc, est-ce qu'on peut également faire le départ? Là, on parlait du départ du côté de Saint-Gabriel, mais est-ce que je présume, je peux rejoindre la piste ailleurs, là, sur le territoire? Est-ce que c'est par des aménagements particuliers ou tout simplement il y a des entrées, là? Bien, il y a des points stratégiques qui ont été aménagés, effectivement. Ici, à Saint-Raymond, par exemple, on a au parc Saint-Alexis, qui est dans le stationnement de la pizzeria Paquette. Donc, on a un grand stationnement qui est là avec un bloc sanitaire que vous pouvez laisser votre véhicule en toute sécurité et prendre soit le parcours vers le sud ou vers le nord. Donc, retourner vers Lac-Sergent ou monter vers Rivière-à-Pierre. Et à Rivière-à-Pierre, la même chose, vous pouvez stationner votre véhicule au terminus de vélo pour descendre ensuite la piste sur la portion sud. Et c'est sûr que c'est un ancien chemin de fer. Donc, on a quand même une portion qui a un dénivelé. Il y a un 3 de dénivelé sur la vélopiste. On le sent jamais vraiment grandement, mais toujours un petit peu dans le mollet. Mettons qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une petite côte, mais avec le train, il n'y avait pas de montée là, fulgurante pour permettre aux wagons de suivre ici. Et le revêtement, c'est un petit gravier de la poussière de pierre. On en fait là 1 à 2 km sur la portion Shannon jusqu'au pont. En fait, là, vous avez le wagon à Shannon. Oui. Donc, jusqu'au pont, c'est asphalté. Par la suite, c'est de la poussière de pierre jusqu'à Rivière-à-Pierre. La vélopiste, est-ce qu'elle va rejoindre d'autres trajets? Je pense entre autres peut-être la piste du cheminot dans la région de Québec? Ou, exactement. C'est notre point de départ. En fait, la fin du cheminot donne le point de départ pour la vélopiste Jacques Cartier Portneuf. Ça fait combien de temps qu'on a aménagé tout ça, la vélopiste? En 1994, la vélopiste a débuté ses aménagements, donc par le retrait du chemin de fer, le retrait des rails. Il y a quand même eu un processus assez laborieux. J'étais pas là du temps. Mais Alexandra Goyer, qui était notre dernière directrice, qui vient tout juste de quitter après 26 ans au poste à la vélopiste, a vu le processus, l'aménagement, le développement. Donc, on a fait au départ des vignettes qui étaient vendues pour rentabiliser un peu là, la vélopiste, pour payer les aménagements, l'entretien. Mais maintenant, on a l'aide des deux MRC, donc la MRC de Portneuf et la MRC de la Jacques-Cartier. Le MTQ aussi, qui est très présent, le ministère des Transports, à qui appartient en fait le fonds de terrain initial. Donc, les subventions sont de là. Et par les partenaires de visibilité aussi, là, qui nous permettent d'entretenir la belle piste et de la voir aussi belle tout l'été. Qu'est-ce qui arrive en hiver avec la vélopiste? On a un beau partenariat avec le Club motoneige de Saint-Raymond, en fait, qui est le Sentier fédéré. Donc, eux ont des normes, ont des réglementations différentes, mais eux vont s'occuper de l'aménagement l'hiver. Et on a un partenariat l'été avec eux, dans le fond, là, sur le partage des coûts de certains développements, certains aménagements. Là, au niveau de la vélopiste, bon, on a de la documentation pour mieux la connaître, pouvoir faire son parcours, peut-être même s'organiser un petit voyage. Est-ce qu'il y a des groupes qui
qui travaillent autour de la vélopiste, organiser des choses, des activités? Ou... Bien, en fait, au sein même de la vélopiste, on organise 5 navettes durant l'été. Donc, on en a eu une le 16 juillet dernier. On en a une ce samedi, le 30. Ensuite, ça va au 13 et au 24 août et au 24 septembre. Donc, c'est des navettes qui, sur réservation, c'est 40 $ par personne, permet d'avoir 5 lieux d'embarquement. Et on se dirige jusqu'à Rivière-à-Pierre. Vous pouvez débarquer en chemin, mais vous pouvez débarquer directement à Rivière-à-Pierre pour faire la piste en sens inverse. C'est quel le bout le moins forçant ou ça monte là? Est-ce que c'est quand on arrive de Rivière-à-Pierre ou c'est quand on arrive de... Bien, au départ de Rivière-à-Pierre, il y a une bonne montée déjà en partant. Okay. Mais par la suite, ça descend pas mal toujours jusqu'à Saint-Raymond. Et la portion du lac Sergent, c'est sûr que c'est toujours beau avec le lac là, qui est en bordure de la piste. Est-ce qu'il y a des projets de développement dans les prochaines années? Est-ce que la vélopiste est complète, puis là, on l'entretient ou on se dit non, il y a encore des choses à faire? Il y a toujours des belles choses à faire. C'est un peu mon projet, c'est un peu mon but, mes tâches également. Donc, on a présentement 7 sites de camping qui ont été aménagés cette année. C'est un projet pilote avec la MRC de Portneuf. Je vois du camping rustique. Exactement. Et Desjardins, qui est notre grand partenaire. Donc, les 7 sites ont été aménagés. C'est du camping très rustique, là, on s'entend. C'est une plateforme qui est aménagée. Vous avez un petit foyer avec une toilette sèche qui vous permet quand même là, de pouvoir subvenir à vos besoins pour le temps que vous êtes là. C'est des passages d'une nuit souvent. C'est 30 $ là, par emplacement. Puis ça vous permet de séjourner en pleine forêt le temps de votre séjour. Vous repartez le lendemain matin. Donc, c'est ça qui nous reste en fait pour le moment qu'on a développé, mais qu'on va bonifier avec les années. Est-ce qu'au niveau, je m'excuse encore une fois, au niveau de la promotion, si on veut, du territoire, de la vélopiste, tout ça, de quelle façon on fonctionne? Est-ce qu'on essaie d'attirer les gens de l'extérieur, en même temps, évidemment, de donner du service pour que les gens de Portneuf aient du plaisir à aller sur leur vélopiste? Comment on voit la stratégie à ce niveau-là? Bien, on a quand même une portion qui est très familiale. Tu sais, tout ce qui est portion, justement, là, Rivière-à-Pierre, Lac-Sergent, Fossambeau, c'est très familial. La portion Shannon, elle l'est aussi, mais beaucoup de gens, c'est des militaires. Donc, beaucoup d'entraînement qui peut se faire au niveau du jog, de la marche ou du vélo. On a également les gens de la vallée Bras-du-Nord, souvent les petites familles qui vont arriver, que la vallée, des fois, c'est un petit peu plus, je dirais, actif pour les jeunes enfants. Donc, peut-être des grands-parents qui vont utiliser la vélopiste avec les jeunes enfants, tandis que les parents vont aller à la vallée Bras-du-Nord. Fait qu'on a vraiment différentes familles comme ça. On veut attirer des gens de partout. Puis les cyclistes, avec la pandémie, les gens se sont achetés des vélos. Oui, c'est un sport qui est parti en expansion. De plus en plus de gens font du vélo. Il y a des clubs de vélo qui à ce moment-là, peuvent profiter des aménagements. Là, exactement. Puis notre piste est si bien entretenue que la surface de roulement permet autant les vélos de route que les vélos de montagne. Donc, quelqu'un qui a un petit pneu étroit peut très bien utiliser la vélopiste autant qu'un pneu plus large pour le vélo de montagne. Sur autant de kilomètres, de quelle façon c'est géré un peu la sécurité? Est-ce qu'il y a des gens qui patrouillent la vélopiste? Comment ça se passe? Oui, à chaque été, en fait, on fait appel à des jeunes. Souvent, c'est des jeunes qui vont étudier en technique policière, donc ça fait une belle expérience de patrouille durant l'été. Donc, ils vont patrouiller certains segments. En fait, ils vont se diviser le territoire. Cet été, on a 4 patrouilleurs qui se divisent le territoire là, par différentes portions. Puis, c'est des gens qui sont habillés en rouge. Vous allez les voir, identifier. Les identifier rapidement. Facilement. Et on a nos ambassadeurs, en fait, nos patrouilleurs ambassadeurs, qui sont des personnes qui ne font pas ça à temps plein. Ce sont des gentils bénévoles qui viennent avec nous rendre service aux gens s'ils ont besoin, qui connaissent très bien la piste, qui l'utilisent d'emblée, eux autres, très, très souvent. Donc, ils sont là sur le terrain pour informer puis répondre aux besoins. Marie-Christine, si je veux en savoir un petit peu plus sur la piste, je vois que vous m'avez amené de la documentation. C'est disponible à quel endroit? On en a dans les différents points touristiques, en fait, là, de Saint-Raymond ou des régions environnantes. Sur la 40 également, au poste d'information touristique. On a différents abris dans les stationnements également, avec des petites boîtes avec un plastique par-dessus pour les intempéries, mais nos cartes sont là. Sinon, nous communiquer là, vraiment là, les besoins, puis on pourra faire l'envoi soit par la poste, par courriel, le site web www.velopiste.jpc.com. Oui, fait qu'à ce moment-là, on peut aussi avoir l'information à cet endroit-là. Je m'excuse pour le petit chat dans la gorge, ça vient de m'attraper dans les derniers instants. Donc, on va se donner rendez-vous sur la vélopiste, Marie-Christine. Certainement. T'es le bienvenu, Michel. Ça fait toujours du bien de bouger un petit peu. Il paraît que ça fait du bien un petit peu ici, là, au niveau de la route. Je m'avancerai pas là-dessus, mais je t'invite à amener ton tailleur avec nous sur la vélopiste. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Marie-Christine Morange de la vélopiste. Jacques Cartier, Portneuf, directrice générale. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs à la radio de Choc 88.7. Évidemment, à la télévision de CJSR. On se donne rendez-vous en direct vendredi prochain midi. Surveillez les reprises à la télévision de CJSR et les entrevues reprises également dans le Café Choc à Choc FM.